En off, c'est ton émission dédiée aux acteurs du milieu du football. Anecdotes, transferts, business, c'est évidemment dans cette émission que ça se passe. Merci à toi d'être là, n'hésite pas. Le petit like comme d'habitude, abonne-toi, c'est très important et laisse des commentaires. C'est toujours le plus important aussi, comme d'habitude. On soutient évidemment cette chaîne et on remercie Unibet Experts pour leur soutien, c'est très très important. Si vous êtes en podcast, n'hésitez pas, comme d'habitude, 5 étoiles et le petit commentaire parce que cette semaine, on reçoit Monsieur Manuel Pires. Alors, Monsieur Manuel Pires, c'est qui ? Ancien directeur du centre de formation de l'AS Monaco, ancien joueur professionnel, ancien directeur du centre de formation de l'OGC Nice. Tout ça, on en parle dans quelques instants. C'est parti pour le meeting. Manu, comment ça va ? Très bien, Sacha. Très bien, merci de l'invitation. Bienvenue. Ça me fait tellement plaisir de te recevoir. C'est partagé, hein, tu le sais bien. Mais c'est extraordinaire. Merci d'être venu de Rabat, du Maroc. Correct, ouais. Je suis choqué. Merci beaucoup. Ça me touche énormément. Tu es une des personnes que j'apprécie le plus dans le monde du foot, je voulais te le dire. Ah, bah c'est bien. Sincèrement, parce que tu te caractérises par cette sensibilité, ce caractère tout particulier. Et aujourd'hui, c'est un vrai pris parti de ma part de faire découvrir aux gens qui connaissent cette émission, qui écoutent cette émission en podcast, qui la regardent sur YouTube, un personnage que peut-être, évidemment, on ne peut pas connaître au niveau qui n'est pas de prime abord. Voilà, tu n'es pas joueur actuel, etc. Mais qui est hyper intéressant dans son discours. Et c'est pour ça que j'ai choisi de t'inviter aujourd'hui. On l'a dit, ancien directeur du centre de formation de Monaco, ancien directeur du centre de formation de l'OGC Nice. Mais surtout, tu nous viens de Rabat. Tu vas nous expliquer comment, en tant que directeur du centre de formation maintenant du FUS Rabat, le Maroc est en train de devenir une nation prime dans le foot mondial. C'est un peu ça. Oui, c'est un peu ça. Et puis c'est vrai que quand on est sur place, on se rend vraiment compte de l'évolution qu'a parcouru ce pays, ses représentants, les dirigeants, mais aussi la projection qu'il y a dans le futur. Parce que bon, il faut quand même rappeler que dans 4 ans maintenant, 4-5 ans, il y a la Coupe du Monde, partagée avec l'Espagne et le Portugal. Et c'est vraiment c'est un curseur qui a été placé par le palais, par le roi, par la fédération, qui travaille beaucoup là-dessus, et bien sûr les clubs, les dirigeants des clubs, pour être prêts sur une échéance qui se rapproche rapidement. Oui, de toute façon, on le sent. Le Maroc est en train de progresser. D'un point de vue structurel, évidemment, avec cette académie Mohamed VI qui est incroyable. D'un point de vue aussi individualité. De plus en plus de joueurs ont décidé de représenter le Maroc, alors qu'auparavant, on le sait, les nations européennes avaient toujours la priorité sur les nations africaines en ce qui concerne les binationaux. D'où tu penses qu'en fait, vraiment, il y a eu... à partir de quand il y a eu cette espèce de déclic ? Est-ce qu'on peut remonter ça à la demi-finale en 2022 à la Coupe du Monde ? Ou alors c'est vraiment un travail en amont qui a vraiment été chercher ce point hyper important pour avoir aujourd'hui des Brahim Diaz, des Achraf Hakimi qui préfèrent aller chercher le Maroc plutôt que d'aller chercher la Roja ? Après, je pense qu'il y a aussi la volonté du pays avec l'Académie Mohamed VI, qui a été peut-être le premier pilier qui a poussé ce pays-là à vouloir vraiment concurrencer déjà le pays, le Maroc et toute l'Afrique, et pour conquérir, pourquoi pas, et rivaliser avec certaines nations européennes. Et c'est vrai que la demi-finale de Coupe du Monde du Maroc a mis un gros coup de projecteur aux efforts, au développement, aux investissements du pays pour le football, qu'il soit professionnel ou aussi au niveau des jeunes et maintenant encore sur le football féminin. Donc ça a peut-être été un peu plus mentionné sur la demi-finale, mais je pense que ça s'est préparé bien avant. Tu m'as dit, quand je suis arrivé au Maroc, j'ai respiré, j'ai quitté une prison. Pourquoi ? Oui, en fait, la prison, pour moi, je me la suis construite, c'est-à-dire que je me suis sorti des terrains. Quand on est formateur à la base, et c'est peut-être un message que je peux lancer aussi aux jeunes formateurs qui ambitionnent un jour de diriger un centre de formation, c'est qu'il ne faut jamais être déconnecté du terrain. Et c'est vrai que ces dernières années, c'est un aveu, c'est un aveu aussi à un moment donné, une prise de conscience et puis une remise en question. Je me suis beaucoup éloigné des terrains. Trop,
trop de mes collègues, de ce qui faisait un petit peu ma vie, et pour me concentrer un peu plus sur l'organisation, la structuration d'un nouveau centre de formation à l'OGC Nice. Et j'ai perdu un petit peu, c'est vrai, le fil du contact avec et les joueurs et les staffs. Et quand je dis que je sors un petit peu de cette petite prison que je m'étais construite tout seul, eh bien, j'arrive au Maroc et Mhm. dès le premier jour, je suis sur le terrain et j'ai l'impression d'être un gamin de 30 ans qui démarre sa carrière. Et je me rappelais aux bons souvenirs, notamment d'Amiens, où j'ai commencé, où c'était vraiment une fraîcheur, une envie de se lever pour aller vraiment sur les terrains. Et aujourd'hui, au Maroc, je suis du matin au soir avec les collègues, avec les joueurs. Et oui, j'ai repris 15 ans maintenant. Ça y est, c'est parti. Je suis reparti pour 15 ans. Mais on sent aussi cette volonté d'être au contact des gens. Je pense que pour les gens qui ne te connaissent pas, ce qui te caractérise le plus, c'est vraiment l'aspect humain. C'est-à-dire que le football, dans son état le plus simple du chose, c'est-à-dire un jeu, en Ben oui, fait, tout bonnement et simplement. Toi, tu véhicules à la limite ça comme un message important en disant, mais on joue. On joue, c'est un jeu. Le football, à la base, est un jeu et on doit, entre guillemets, le comprendre comme ça. bah, de toute façon, si on fait ce sport, et j'ai la chance, moi, de faire de ce jeu, qui est un sport, mais c'est d'abord un jeu, d'en avoir fait une profession, et ensuite un métier de formateur, d'éducateur, pour aujourd'hui encore exister dans ce métier-là. Et la réussite, pour certains, elle passe par une forte approche humaine qui disparaît avec le temps parce que l'humain a de moins en moins sa place dans certaines activités et le foot a été touché aussi par ça. Et donc on pense qu'en étant un peu moins humain, on a plus de résultats. Et j'ai la conviction en tout cas que c'est l'inverse. C'est en accrochant humainement les coachs, les staffs, le personnel des centres de formation, les joueurs et aussi les familles parce qu'il y a un gros sujet sur l'entourage du joueur. On va y venir. Mais si on met pas de l'humain dans tout ça, on n'a rien compris au management déjà d'une et puis surtout à notre passage dans ce métier-là en tout cas est surtout reconnu à la fin par la grosse qualité humaine. Tu sais, tu es passé par le statut de joueur, tu es passé par le statut d'entraîneur, formateur, directeur de centre de formation. Qu'est-ce qui te, qu'est-ce qui t'a fait le plus vibrer dans ta vie entre tout ça? C'est une bonne question, Sacha, ça. C'est Bien. gentil, Manuel. Ah oui, c'est une bonne question parce que c'est vrai qu'on peut penser que la carrière de joueur, voilà, c'est le Graal pour un jeune comme moi quand on démarre le football. Même si c'est vrai qu'il y a une grosse différence entre notre époque et puis celle d'aujourd'hui. Mais c'est vrai on a l'envie peut-être d'être un joueur professionnel. Et puis ben moi, je ne sais pas, il y a quelque chose qui s'est passé dans ma tête. J'ai été piqué par le virus d'éducateur. Déjà à la formation, quand j'étais à Lille, j'étais très très jeune, hein, j'étais pas majeur. Et puis on avait en charge des équipes de poussins. À l'époque, ça s'appelait les poussins au LOSC. Et puis j'ai touché du doigt, entre guillemets, l'approche du métier d'éducateur avec les petits. Je ne sais pas si c'était l'équipe 7 ou l'équipe 8 à l'époque, il y avait tellement de gamins au LOSC. Et j'ai été touché, vraiment. Et je me suis dit à ce moment-là, très très tôt, j'avais peut-être 16-17 ans, et je me suis dit que si je ne réussis pas dans le monde du football, c'est cette voie-là que je vais prendre. Donc très très tôt, parce que c'est viscéral, et j'ai été touché aussi par un éducateur que j'avais eu moi en jeune, Daniel Hurier, qui bien sûr nous a quittés malheureusement, mais qui m'a donné un petit peu cette envie de faire ce métier-là, parce que j'ai plus à donner qu'à recevoir en fait. C'est en moi, ça a toujours été comme ça. Et puis j'ai bien fait parce que je me suis éclaté en tant que joueur certes, mais bien plus en tant que formateur. Et j'ai eu beaucoup de chance dans mon parcours parce que j'ai rencontré des personnes exceptionnelles, des joueurs fantastiques avec lesquels je suis toujours en contact aujourd'hui. Mhm. Et c'était une époque, en tout cas, quand j'ai démarré, qui était l'âge d'or, je dirais, de ma formation à moi et peut-être de la formation, avec des relations vraiment très privilégiées entre le formateur et ses joueurs. C'est qui le joueur qui t'a le plus touché dans ton cœur, d'un point de vue humain, qui t'a, dans le parcours, dans les
message, dans la communication que tu as eue avec lui, dans ce que vous avez vécu, tout simplement? Ouh là là, il y en a tellement de joueurs Ouais. qui Mais m'ont faut pas parler avec marqué. le cerveau, faut parler avec le cœur. Ouais, avec le cœur, mais là, comme ça, c'est les garçons qui me témoignent encore aujourd'hui, des garçons d'Amiens, qui me témoignent leur sympathie, pas parce qu'ils ont réussi dans le football, c'est juste l'humanité qui en ressort. Et quand on est invité à un mariage ou à un baptême, où on a des faire-part de naissance, alors que le garçon, bon, on ne l'a pas ménagé, parce qu'à une certaine époque, hein, on en voyait hein, sur les gamins. Hein. C'est clair. Et ces garçons-là qui résistent bien, et tous les ans, il y a ce petit message, des petites attentions. C'est plus ça qui me touche qu'une reconnaissance d'un joueur qui a réussi. Donc il y a des joueurs qui ont réussi, bien sûr, et avec lesquels je suis resté en contact, mais j'ai envie de dire, c'est peut-être plus les joueurs anonymes aujourd'hui qui sont devenus anonymes, qui font leur vie d'homme, de Mhm. père. Et c'est ça qui me touche le plus, en fait. C'est de garder vraiment un lien fort avec ces joueurs-là. Mhm. Et je me rappelle d'une conversation qu'on a eue ensemble concernant un dossier où j'essayais d'aider un gamin en Belgique à réussir justement sa carrière de manière totalement bénévole, mais j'étais complètement pris dans cette aventure que j'ai décidé de créer. On a vécu des beaux moments ensemble par rapport à ça. Et tu m'as dit un truc un jour quand on s'est retrouvés au bureau. Tu m'as dit, Sacha, les agents, c'est un mal nécessaire. Tu peux m'expliquer? J'étais pas. On change avec le temps, on change d'avis, on peut aussi changer d'avis. C'est ça la remise en question permanente, c'est de se dire à quoi servent les agents. C'est pas l'agent qui fait le joueur, c'est plutôt l'inverse, le joueur qui fait grandir l'agent. Mais l'évolution des mentalités, notamment des parents, ça c'est un vrai sujet, délicat, mais il faut en parler. Bien sûr. Quand à une certaine époque, j'avais un lien, quand j'ai démarré ma carrière, enfin, à la fin des années 90, le coach était quasiment seul sur le terrain. Il avait une relation privilégiée avec les parents, avec tout le monde, parce que c'était l'interlocuteur unique avec l'environnement de la famille. Et à cette époque-là, il n'y avait pas d'agent. Il n'y avait pas d'agent chez les jeunes dans les centres de formation, ça n'existait pas. Mhm. Donc on avait ce contact avec les parents qui était facile. Bon, une fois de temps en temps, ça coince un petit peu, mais c'était extrêmement rare. C'était de l'ordre de l'exception. Et puis les années passent, bien sûr, et puis l'évolution de la société, voilà, la technologie, des téléphones, des réseaux, l'argent dans le football qui est arrivé massivement et très rapidement, quasiment d'une année à l'autre, c'était des sommes astronomiques pour même des joueurs moyens. Donc ça a tourné la tête un petit peu de tout un environnement, des parents dans un premier temps, et puis bien sûr les agents, hein, connaissant un petit peu le futur du football français et mondial, s'est intéressé un peu plus aux jeunes des centres de formation, et puis on arrive aujourd'hui à avoir quasiment tous les joueurs des centres de formation avec un agent. Et les parents ont évolué aussi avec ça. Donc c'était beaucoup plus difficile pour moi à l'époque quand on s'est connus. J'avais beaucoup de difficultés à me connecter avec les parents parce que les parents pensaient que leur fils était, comme on dit parfois, leur assurance vie, leur coffre-fort, leur compte en banque du futur. Tu l'as vraiment ressenti ça? Oui, bien sûr, je l'ai ressenti. Et puis surtout le poids de la famille sur les épaules du joueur qui n'était pas encore construit. Et puis avant, je ne voulais pas parler aux agents. Avant, je parlais aux parents. Et puis quand j'ai commencé à avoir des problèmes avec certains parents, beaucoup plus de parents qui ne comprenaient pas, j'ai changé d'avis et je me suis dit, finalement, mon principal interlocuteur maintenant, ça va être l'agent parce que l'agent, en principe, maîtrise davantage le métier, le milieu, son évolution. Mhm. Et puis l'agent, il n'a pas qu'un joueur, il n'a pas que son fils, la famille n'a que leur fils. Mhm. L'agent a beaucoup de joueurs, donc il y a une forme de neutralité là-dedans. Il va s'occuper du joueur, mais en même temps, on va parler à quelqu'un qui connaît bien, ou en tout cas on l'espère, l'environnement du football. Et j'ai senti que ça passait beaucoup mieux et nos relations, Mhm. ça fait une triangulaire qui fonctionnait pas trop mal à l'époque. Mais tu sais, souvent, moi je me suis retrouvé dans des conversations où justement les entourages, d'une manière générale, disent oui, mais
entre guillemets, tu conseilles un joueur ou tu représentes un joueur, donc du coup, tu es obligé de prendre le parti du joueur auprès du club pour pouvoir le soutenir. Mais je pars du principe que l'idée même générale, c'est d'avoir un juste balancier entre ce qui est dit à gauche et ce qui est dit à droite pour trouver un juste équilibre. Et parfois, effectivement, même vis-à-vis d'un directeur de centre, le conseiller ou l'agent peut se retrouver un peu dans une situation coincée entre ce qu'il pense lui, c'est-à-dire ce qui peut être juste et parfois en accord avec ce qui est dit, et ce qu'il doit pouvoir représenter pour pouvoir, entre guillemets, câliner l'image de son joueur. Ouais. C'est la position indélicate de l'agent. C'est que non seulement il a en charge un joueur, donc quelque part une valeur marchande, peut-être pas aujourd'hui mais demain, et pour la conserver, il est parfois obligé de faire certaines concessions avec la famille. Et ça, je l'ai intégré. Ça, je l'ai compris à l'époque. Mais il ne faut pas aller au-delà de ce qu'on pouvait, nous, imaginer dans le développement du jeune joueur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne fallait pas que l'agent soit vraiment à l'opposé de nos exigences à nous, qu'elles soient salariales, qu'elles soient en termes de promotion du jeune joueur, de contractuellement parlant. Il ne fallait pas que ce soit trop éloigné. Mais je comprenais que la position de l'agent, elle était à mi-chemin entre les parents proches et le club. S'il allait trop avec nous, avec le club, les parents le lâchaient et prenaient un autre agent qui pourrait faire un meilleur travail, selon la famille. Donc il y avait ce juste balancier, on allait souvent à l'équilibre, en tout cas, et puis à la fin, le consensus était toujours en faveur du joueur, c'est-à-dire l'aspect sportif. Malgré tout, j'ai pas eu trop d'affaires à négocier sur une issue défavorable pour le joueur. Elle a toujours été quand même en faveur du joueur et pas forcément en faveur de la famille. On a toujours, avec les agents, on a toujours essayé en tout cas de contenir cette envie pour certaines familles d'avoir beaucoup plus que ce que le joueur méritait. Qu'est-ce qui différencie le joueur qui réussit de celui qui va se planter en centre de formation? Celui qui réussit, je commence par quoi? Celui qui va se planter. Celui qui va se planter, c'est celui qui va croire qu'il est arrivé, que c'est une finalité que d'être peut-être dans un centre de formation. C'est une finalité que de faire une séance avec les pros. C'est une finalité que de signer un contrat professionnel. Voilà. Et j'ai atteint mon objectif. Lui va échouer. Il va échouer parce que celui qui va réussir, à l'inverse, celui qui va réussir, c'est celui qui, quand il rentre dans un centre de formation, ne va pas se contenter de souffler, de respirer. Non, au contraire, c'est le début. C'est le début d'un long calvaire, parce que c'est pas un long fleuve tranquille, l'entrée dans un centre de formation. Et même pour les joueurs de talent, c'est pas forcément le plus facile pour eux. Celui qui va réussir, c'est celui qui va travailler. C'est celui qui va écouter. C'est celui qui va prendre toutes les informations qu'il a à sa disposition pour se développer intrinsèquement. C'est lui qui va réussir. C'est lui qui aura la plus forte endurance mentale. C'est Wenger qui en parle très bien d'ailleurs par rapport aux joueurs que lui a eu la chance de coacher, d'entraîner. Il a vu des talents passer entre ses mains et c'est vraiment pas l'endurance éphémère d'un coup, c'est surtout une endurance profonde, de motivation, de vouloir se développer, la gestion de l'échec. C'est ce garçon qui réussit, celui qui gère bien tous ces moments difficiles et qui ne pense pas à réussir de façon linéaire. Voilà, celui qui échoue en règle générale, c'est celui qui rêve. Et celui qui réussit, c'est celui qui travaille. Est-ce que c'est interdit de rêver quand on est jeune en centre de formation? On rêve tous. T'as rêvé? Ouais. Tu as rêvé. On a tous rêvé. On rêve tous, c'est normal, c'est comme ça. Nous sommes des êtres humains, on rêve tous d'être quelque chose ou quelqu'un. Eh bien, il y en a qui rêvent, mais qui s'arrêtent au rêve. Et les mêmes qui rêvent, mais qui travaillent en plus de rêver, réussissent.
Euh, la réussite, et ta réussite à toi par exemple, elle n'est pas liée uniquement à tes compétences. Parce qu'il y a peut-être des gens beaucoup plus compétents que toi, et je fais un parallèle avec le sport, avec le foot. Il y a des gens certainement plus brillants que toi qui ne réussissent pas aujourd'hui. C'est la qualité, la quantité de travail qui va te mener là où tu es aujourd'hui. C'est exactement la même chose dans le football, aussi bien chez les jeunes que chez les moins jeunes. Des talents qui arrivent dans un centre de formation ne sont rien. Pour moi, je les mets sur la même ligne que tous les autres. Seuls ceux qui vont montrer de l'appétence à vouloir travailler plus que l'autre va réussir. Je ne veux absolument pas croire que celui qui marche sur un terrain, qui ne fait pas les efforts, qui écoute mal les autres, les coachs et les encadrants et les cadres du club, réussisse. C'est une exception, ça. Et on ne travaille pas sur les exceptions. On travaille sur la généralité des gens qui réussissent. Le travail. Et si on met le travail, il y a beaucoup de routes, de chemins qui mènent à la réussite. Mais le noyau central de la réussite, c'est l'effort, le travail. Donc, tu as été directeur du centre de formation de l'OGC Nice. Ensuite, tu as quitté en fait, l'OGC Nice pour rejoindre l'AS Monaco. Tu me dis si je me trompe. Et après, tu es revenu du côté de l'OGC Nice. C'est comme ça que ça s'est passé? Non, il y a eu 4 ans, ouais, même 5 ans. Je pars de Nice en 2014 et je fais 3 ans au Red Star avec la montée de National en Ligue 2 à l'époque. Ensuite, je pars à Laval sur une année, travail en National, ce qui est important pour la formation, puisque là, je sors du milieu de la formation pour entrer dans le monde senior. Je vais à Laval aussi avec des grosses ambitions de remontée en National et on échoue de peu sur les derniers matchs. Et ensuite, je retourne à Monaco. Mais à Monaco, c'était avec Michael Emenalo, le directeur sportif de l'époque, qui voulait me faire venir pour prendre le Cercle de Bruges, le club filial de l'AS Monaco. Et puis c'est Laurent Guyeux qui a été choisi à l'époque. Et puis derrière, il y a eu l'opportunité de reprendre l'AS Monaco, la direction du centre de formation de l'AS Monaco. Donc ça fait 5 ans où j'ai quitté un petit peu la formation. Et ça m'a appris beaucoup de choses, de monter un petit peu dans le monde professionnel, pour rattraper un petit peu les erreurs qu'on peut commettre quand on n'a pas maîtrisé tous les aspects du monde professionnel. L'exigence, la régularité, la ponctualité, l'écoute, la présence dans le camp d'entraînement. Ça, je l'ai appris dans le monde senior. Tu sens un changement quand tu es là ou quand tu n'es pas là? Oui, bien sûr, bien sûr. Quand Manu Pires il est sur le terrain par rapport aux joueurs, le message il est véhiculé différemment. Mais c'est Manu Pires, mais ça peut être n'importe quel entraîneur. C'est ça qui est dommage. Et ça rentre aussi dans les critères de réussite ou d'échec des joueurs. Ça rentre en ligne de compte. On ne joue pas pour le coach. On joue pour soi. J'ai pas besoin du coach. Le joueur doit raisonner comme ça. Le coach il est là, je m'entraîne fort. Le coach n'est pas là, je m'entraîne fort. Voire très fort. J'ai pas besoin qu'on me dise ce que j'ai à faire. Je sais ce que j'ai à faire. Et bien, si on arrive, nous, à rendre nos joueurs autonomes, on va aller dans une direction qui va former davantage de joueurs de très très haut niveau. Et ça, pour moi, c'est excitant, c'est passionnant, parce que je suis convaincu de ça. J'en suis convaincu parce que je vois trop de dégâts, que ce soit en France ou à l'étranger, je vois trop de dégâts de joueurs de talent qui ne réussissent pas. Mais il y a une raison, et la raison, je l'ai dit tout à l'heure, c'est qu'il n'y a pas de travail, il n'y a pas suffisamment de travail. Et on ne travaille pas parce que le coach nous regarde, on travaille pour soi. Et gardons un petit peu, c'est comme pour nos propres enfants. Nos enfants ne travaillent pas pour nous. Ils travaillent pour eux, pour leur vie. C'est comme ça, le monde est fait comme ça. Mais il faut qu'on arrive, nous, formateurs, encadrants, on arrive à mettre vraiment en place avec les agents, avec les parents, cette synergie commune de la priorité pour votre enfant, quel que soit son talent de base, c'est la rigueur dans le travail, c'est le temps de travail. Mmh. Au cours de l'évolution de ta carrière, quel est le changement le plus drastique que tu as remarqué au regard des aventures que tu as vécues dans ce milieu du football? Le plus drastique que Tu t'es dit, dans le métier, c'était pas comme ça quand j'ai commencé, quoi. c'est l'autorité. Je pense que c'est l'autorité.
L'autorité, il y a 30 ans en arrière, on regardait un joueur, on faisait ça, il baissait les yeux. Euh, je laisse à chacun le choix de juger, mais il y avait du respect. Il y avait du respect, mais mutuel. L'encadrant respectait le joueur, mais le joueur respectait l'encadrant. Le joueur respectait le professeur. Le joueur respectait le policier. On respectait l'autorité. Enfin, en tout cas, j'ai des souvenirs comme ça. Hein, je n'invente rien. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Avec l'avancée de la technologie, aujourd'hui, on peut ne plus avoir de professeur puisque tous les cours sont sur les réseaux. Il y a des tutos pour apprendre les langues, il y a des tutos pour apprendre les mathématiques, il y a des tutos pour apprendre le football. Je vois sur les réseaux des collègues, et des collègues que je ne connais pas, hein, mais des gens qui veulent apprendre le tir, c'est très très bien. Il ne faut pas se déconnecter de notre époque. Ça, c'est une certitude. Mais c'est ce qui a évolué. Avant, le joueur, il n'avait qu'un seul canal. C'était le coach, c'était l'instituteur, c'était le professeur, c'était le parent. Les enfants ne posent plus de questions aux parents, puisqu'ils regardent sur leur téléphone, ils posent des questions au téléphone. Donc la communication ne se fait plus. Donc pour moi, le gros changement, c'est est-ce que le joueur, quand on s'adresse à un joueur, est-ce qu'il nous croit ou il n'y croit pas? Mhm. Est-ce qu'il va, quand il rentre chez lui, il va regarder sur Internet si on n'a pas dit de bêtises? Il va demander à son père, il va demander à son agent. Il y a tout ça qui se mêle dans la tête du jeune joueur. Mhm. Donc pour moi, c'est surtout l'écoute, la confiance qui a changé, qui a basculé. Et ça peut avoir une conséquence directe sur la réussite du joueur, c'est-à-dire la mentalité qui parfois est vacillante liée à l'autorité. Absolument, absolument. Je pense qu'à une ancienne génération, on a été élevé entre guillemets avec de la rigueur. Hein, on ne va pas parler euh, de violence, mais avec de la rigueur, avec de la discipline. Ça n'a pas fait de nous des gens anormaux, en tout cas de mauvaises personnes. Bien au contraire, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, il n'y a plus du tout d'autorité. Je suis à l'aise pour le dire, parce que je le vois au quotidien. L'autorité, c'est de dire à son fils, le coach, il ne te met pas, tu te débrouilles, tu as voulu faire ce sport, tu te débrouilles, mon petit. Mhm. Je ne vais pas aller frapper à la porte du directeur ou du coach pour avoir des explications toutes les semaines. Mais aujourd'hui, c'est ce qui se passe. Avant, ça n'existait pas. Donc l'évolution, on va revenir toujours, on va converger toujours vers la même chose. C'est l'environnement du joueur, comment le joueur, lui, va prendre en compte ce que dit le coach, ce que dit le prof, ce que dit ses parents. Non, tu es seul, c'est toi qui décides. J'ai envie de dire, quand un enfant fait un sport ou quand il va dans un centre de formation, il devrait dire, papa, maman, merci pour tout ce que vous avez fait pour moi, laissez-moi tranquille maintenant. Je suis avec mes coachs, je suis avec moi, parce qu'on va parler des préparateurs mentaux, hein, etc., hein, parce qu'il y a du travail qui est fait aussi dans les centres de formation, aujourd'hui qu'il n'y avait pas avant. Mais papa, maman, laissez-moi tranquille, suivez-moi, venez me voir en match, Mhm. parlez pas, laissez-moi tranquille, j'ai mes coachs, puis en plus de ça aujourd'hui, hein, il y a les tutos et les machins, et puis les joueurs, et puis celui qui est passionné, il progresse aussi en regardant les vidéos des grands joueurs. Mais laissez-moi tranquille, je travaille tout seul, je vais faire ce qu'il y a à faire, j'ai pas besoin de vous. Ce garçon-là, il a de grandes chances de réussir. Est-ce que c'est pas une question aussi d'avoir peur d'éviter la frustration de son joueur? Je m'explique. Aujourd'hui, les parents voient les joueurs comme des actifs. Parfois, il y a ce fameux nom, hein, tout le monde le connaît, le fameux projet Mbappé. Est-ce que justement le fait d'avoir peur de dire quelque chose à son fils, c'est peut-être aussi parce qu'on considère son enfant comme un rêve et on ne veut pas que, à cause du fait qu'on le frustre, ça puisse peut-être compromettre ce rêve. Tu vois ce que je veux dire? Oui, bien sûr. Alors oui, mais alors, pour être vraiment... Donc du coup, on n'ose plus être dans de la frustration, tu Ouais, comprends? ouais, mais je vais essayer d'être juste. C'est-à-dire que le foot, c'est pas un monde à part de notre société. J'ai envie de dire les parents avec leurs propres enfants. Il y a plus, il y a de l'autorité parce que c'est le père, c'est la mère, mais il y a plus cette. Les parents, j'ai l'impression qu'ils ont peur
de corriger leurs enfants ou de reprendre leurs enfants pour ranger leur chambre, pour faire leurs devoirs, pour arriver à l'heure, pour pas prendre le portable. Ils ont peur. Les parents, j'ai l'impression qu'ils sont terrorisés par leurs propres enfants. Le vocabulaire des enfants vis-à-vis des parents a changé aussi. Donc nous, ça se transpose tout doucement dans les écoles et dans les centres de formation. Donc les joueurs se permettent parfois, et encore, j'ai l'impression qu'on a beaucoup plus d'autorité que certaines familles, d'abord. Nous, il faut bien discerner. On n'éduque pas, même si on est éducateur, on doit les instruire, on doit leur apprendre des choses. L'éducation doit se faire à la maison. C'est les parents qui doivent faire l'éducation. Donc là, ils se déchargent sur nous. Donc nous, on doit s'occuper et de l'éducation et de l'instruction. Donc attention à différents projets qui puissent exister aujourd'hui. L'enfant doit être éduqué avec de la rigueur. C'est un enfant. C'est pas l'enfant roi comme on peut l'entendre parfois. Et nous, en tout cas, dans les centres de formation, c'est pour ça que parfois il y a des étincelles, il faut qu'on revienne à une autorité. Pas parentale, mais une autorité. Le coach, c'est le coach. Il n'y a pas forcément... On doit aujourd'hui s'adapter, on doit échanger, on doit impliquer beaucoup plus nos joueurs aux séances d'entraînement. Mais il faut aussi que le joueur accepte davantage les remarques, les critiques, les choix des coachs, les choix des formateurs. Et ça, c'est un gros sujet. On se retrouve dans quelques instants pour ceux qui nous suivent sur LN24. Ce sera juste après ceci. Et on est de retour avec Manuel Pires, ancien directeur du centre de formation de l'OGC Nice et de l'AS Monaco, également directeur actuel du centre de formation du FUS Rabat. On va y venir un peu plus tard encore, le Maroc m'intéresse. Le Maroc m'intéresse. Quelle canne fait le Maroc actuellement? Quel moment, quelle extraordinaire aussi organisation. Et ça, il faut le dire, on en parlera plus tard. Parce que Manu, maintenant, je veux parler d'un sujet un peu particulier. Les pépites. Le terme pépite. C'est quand même exceptionnel, ce terme pépite. Est-ce que tu as un avis sur, fondamentalement, ce qu'on considère comme être une pépite ou pas dans un centre de formation? Comment est-ce qu'on quantifie ce qui est devenu aujourd'hui un joueur qui pourrait être plus exceptionnel que les autres, mais qui au final ne l'est pas vraiment, ou pourrait ne pas le devenir, quoi? D'où ça sort, ce terme pépite? La pépite, c'est l'avènement de certains grands joueurs d'une certaine époque, c'est-à-dire il y a très longtemps déjà, puisqu'ils ont fini leur carrière, parce qu'aujourd'hui, je n'entends plus ce mot pépite. Mais tu as toujours été à l'aise avec les pépites, d'une manière générale, que toi, tu as croisées dans le centre de formation, dans les centres de formation que tu croises actuellement aussi? Je n'ai jamais croisé pépite. Les agents ont que des pépites. Ils n'ont que des pépites. J'ai un top joueur, j'ai un phénomène, j'ai tous les superlatifs. C'est incroyable. J'ai le meilleur joueur, j'ai un futur ballon d'or, j'ai tout ce que tu veux. Donc pépite, il faudrait déjà définir ce qu'est une pépite. Pépite, c'est déjà peut-être la découverte d'une pierre. Voilà, c'est la découverte. Donc quelqu'un a découvert un joueur à talent extraordinaire, comme on en voyait à une certaine époque dans les réseaux. Les papas envoyaient ça dans les réseaux. On pense que c'est une pépite. Donc on se dit c'est un joueur qui fait des choses extraordinaires, qu'on n'a jamais vues avant. Et ça existait. Il y a les Ben Arfa, les Ronaldinho, tous les Neymar. Quand ils ont commencé à toucher le ballon, on s'est dit ce sont des pépites. Elles ont travaillé, puis elles ont été ce qu'elles ont été. Maintenant, les pépites, comment ça peut se gérer? Les pépites ou les meilleurs joueurs. On va appeler ça les meilleurs joueurs d'un moment. L'erreur, pour moi, à ne pas commettre, c'est de leur faire comprendre qu'on les considère supérieurs aux autres. Pour moi, c'est la plus grande des erreurs d'un centre de formation, d'un éducateur, d'un formateur. Faire une différence, et j'en reviens toujours à la famille, c'est comme si tu fais une différence entre ton fils et ta fille, ou tes deux enfants. Tu fais une différence et tu montres à l'autre une différence.
mais tu vas détruire celui que tu mets en valeur et peut-être détruire aussi celui que tu ne mets pas en valeur. Donc il faut les considérer au même niveau, avec de l'exigence, c'est-à-dire que le joueur, la pépite qui est en avance, être peut-être plus attentif aussi, mais sans montrer plus d'intérêt, c'est lui donner beaucoup plus de difficultés dans les exercices quand on est dans un centre de formation. C'est-à-dire peut-être le faire monter de catégorie, qu'il ne soit pas dans une situation confortable, qu'il soit un peu plus confronté à la difficulté. Et pas forcément casser cette image de meilleur joueur, parce que c'est aussi porteur, formateur pour un garçon de se sentir aussi un peu supérieur, peut-être. Je n'en suis pas convaincu, mais peut-être que dans l'estime de soi... Dans l'ego, peut-être. Dans l'ego, ça peut faire la différence. Mais il faut, encore une fois, on reviendra toujours, Sacha, le travail. Ce garçon-là, si l'éducateur, il se contente uniquement que ce garçon-là fasse des différences à l'entraînement et puis en match, sans le faire travailler davantage, sans lui donner vraiment un contenu qui corresponde à son niveau actuel, pour le faire grandir quand il aura 18, 19, 20 ans, parce que c'est le but, hein, c'est pas qu'il soit bon à 15 ans ou à 13 ans, c'est qu'il soit bon à 17, 18, 19, 20 ans, à l'approche du monde professionnel. Donc il y a tout un parcours. Mais si j'ai un conseil à donner aux formateurs, c'est de considérer tous les joueurs de la même manière. Tous les joueurs sont égaux à la base. Mhm. Et seuls ceux qui auront du talent et qui vont travailler seront des joueurs d'exception. Mais tous les autres, à valeur égale, ce sera celui qui va travailler le plus qui réussira. Mhm. Et là, pépite, aujourd'hui, ça fait longtemps que je n'ai plus entendu ce mot-là. Oui, mais on peut dire le prospect. Aujourd'hui, le terme, c'est prospect, parce que c'est anglais, mais on utilise d'une manière générale des termes pour dire que c'est des joueurs à fort potentiel, parce que forcément, le marché aujourd'hui a évolué. C'est-à-dire que les clubs sont continuellement en recherche de jeunes joueurs ayant rapidement fait leur minute de temps, on va dire en équipe première, à fort potentiel pour derrière être revendus. On le sait, parfois... Il y a des joueurs qui sont victimes de ça parce qu'ils tombent dans la machine du trading football, en fait, tout simplement, et qui sont parfois aussi surexposés médiatiquement. Cette surexposition médiatique, il faut savoir aussi la gérer. Et on voit, avec le cas d'Hachim Mastour, avec le cas de Charlie Moussonda, avec le cas aussi de Malamine Efekele, qui était du côté de l'AS Monaco, des joueurs surexposés qui n'ont pas tenu le choc, en fait, face à cette super visibilité, et qui, en fait, ne réussissent pas. Des garçons qui ne réussissent pas, il faudrait voir un petit peu entre guillemets, leur pédigré de formation. Je ne suis pas persuadé que ces garçons-là étaient les plus gros travailleurs du centre de formation. J'en mets ma main à couper. Mais on ne leur donne pas service, on ne leur rend pas service en leur disant « t'es la pépite, extraordinaire, c'est ça que je veux savoir. Non, il ne faut jamais exposer un joueur de talent comme ça, ou en tout cas dire que c'est le talent. Non, quand je dis qu'il faut il faut le considérer comme tous les autres, c'est pour le protéger. Il faut protéger ces garçons-là. On le sait intrinsèquement. On le sait bien que le joueur, il est en avance. Mais ce que l'on sait, nous, c'est que ça ne veut absolument rien dire. C'est juste pour les médias. Aujourd'hui, un joueur de talent, il est sur les réseaux. Et ça valorise un petit peu l'ego du joueur. Mais il y a l'ego positif et l'ego négatif. L'ego positif, c'est « Ok, moi, c'est ce que vous dites sur moi, c'est très très bien. Je le prends pour moi, mais moi, c'est pas ça que je veux. Moi, ce que je veux, c'est réussir dans le métier. » Et d'autres vont se contenter de « C'est moi le meilleur. J'ai pas besoin, je mets un pied sur le terrain et je ferai la différence. » Ces garçons-là, c'est terminé. C'est le début de la fin. Ils décrochent complètement. Et l'exposition, pour moi, elle ne doit jamais être faite sur des garçons très jeunes. On doit sentir, nous, le moment de l'exposition. Et le moment de l'exposition, c'est que cette pépite a un cursus de travail planifié, cet entraînement invisible que doivent avoir tous les joueurs des centres de formation, et notamment ce type de joueur, encore plus que les autres. L'exemple parfait, c'est Cristiano Ronaldo. Alors, je ne l'ai pas connu jeune, on me dit que c'était déjà un très bon joueur, ce n'était pas forcément celui qu'on remarquait parce qu'il n'était pas formé, mais ce garçon-là, il a exploité à 1000% les capacités qu'un joueur doit avoir. Dans tous les domaines, aussi bien athlétique
qu'en termes de nutrition, qu'en termes de sommeil, qu'en termes de récupération. Voilà, c'est un modèle. Les jeunes doivent copier Cristiano Ronaldo. Et ils ne le font pas. Mais ils le savent. On leur dit tous les jours, venez avant à la salle, partez les derniers du centre d'entraînement. Mais il y en a très peu qui le font. Et ceux qui vont le faire vont réussir. C'est ça qui est incroyable dans ce métier-là. C'est que nous, on connaît la méthodologie, entre guillemets, fondamentale pour réussir. C'est pas de travailler que la technique, que la tactique. Non, non, non. C'est le rapport que j'ai, moi, par rapport au travail. Et c'est tout. La pépite. Sans ça, elle n'est rien. Elle reste sur le côté. Est-ce que tu penses que c'est peut-être une volonté de ne pas écouter ou d'être, encore une fois, on en parle de l'entourage, peut-être un peu influencé par ce que peuvent dire les gens qui sont autour du joueur, et le joueur il se dit derrière, mais je n'ai pas besoin d'écouter le directeur du centre de formation, l'agent il dit que je suis exceptionnel, le frère il dit que je suis exceptionnel, j'ai pas besoin d'écouter ce qu'il me dit et d'aller faire les efforts sur les aspects techniques sur lesquels il dit que je suis un peu moins bon, parce que de toute façon avec mes points forts je vais pouvoir tout rattraper. Tu as tout compris. Tu as répondu à ta question, mais c'est exactement ça. Aujourd'hui, on a des données incroyables. On a les datas. On sait ce qu'on doit faire sur un terrain de football, en tout cas. Ça n'empêche pas que certains vont te dire, les parents, les agents, t'inquiète pas, ça c'est des conneries. Et le joueur, dans sa tête, il va croire qui? Il va croire son coach, qui coach d'autres coachs, ou il va croire ses parents dont il est le seul fils unique, enfin en tout cas dans le football. L'agent qui, lui, a déjà sorti des joueurs avec une confiance certaine. Comme tout à l'heure, on revient toujours à la même chose. La crédibilité de notre méthode. Et si aujourd'hui, l'enfant, encore une fois, mettait de côté l'agent et les parents, en disant « moi, je fais confiance à mon club formateur », mais de A à Z, il me dit « je viens à 8h du matin pour faire des séances d'étirement, tout ce que tu veux, de prévention, je viens à 8h. Et je viens même avant parce que c'est moi qui décide en fait. » Mais si les agents, si les parents disent « mais t'as pas besoin, l'autre il a fait ça, il a réussi, t'inquiète pas, c'est pas grave », mais c'est mort. Nous, on n'existe plus à ce niveau-là. Donc il y a vraiment un gros travail à faire sur le choix du joueur de vouloir devenir ce que doivent être les jeunes joueurs de talent de demain. Et je pense que si on réussit, nous, à contourner un petit peu ce qui est en train de se mal faire en ce moment, en tout cas au FUS, au Maroc, là où je suis. Tu parles de ton présent, tu as tout à fait raison. Eh oui, parce que on apprend aussi de ses erreurs du passé. Et si on arrive vraiment, avec toute l'équipe qui a été mise en place là-bas et les personnes vraiment de bonne volonté, si on arrive à mettre ça dans la tête des joueurs, on va former de très très gros joueurs. Justement, concernant la formation, j'ai toujours un truc qui m'a tiqué la tête et dont je veux absolument parler avec toi. C'est qu'on oublie souvent qu'un centre de formation, parfois, ça met en grande difficulté des jeunes talents, dans le sens où ça peut parfois, ça existe, les brimer. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont devenus ce qu'on appelle des joueurs méta. C'est-à-dire ils font ce qu'on leur demande en centre de formation et quand ils arrivent en équipe première, ils réussissent parce qu'ils sont plus travailleurs que les autres, etc. Mais quelque part, ils répètent des gammes. Et parfois, et aujourd'hui c'est le cas, on a de moins en moins de joueurs qui sont un peu des joueurs fuori classe, comme on dit en italien. Tu vois ce que je veux dire? C'est des joueurs qui sortent du carcan et qui vont, grâce à leur inspiration, leur liberté sur le terrain, leur créativité, créer la différence sur le jeu. Ça existe de moins en moins. Et moi, je pars du postulat que c'est aussi parce qu'on a des centres de formation qui sont très quadrillés. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Ce qui fait que oui, forcément, parfois, tu perds un peu ce type de talents qui sont extraordinairement rares. Par exemple, Ryan Cherki est une anomalie dans le football moderne. Tu vois, un Ryan Cherki, c'est la version 2.0 du Kevin De Bruyne, tu vois, qui aujourd'hui est un numéro 10 à l'ancienne, qui n'existe quasiment plus. On est en train, avec l'évolution des centres de formation, de perdre certains types de joueurs. Pourquoi ? Parce qu'on veut forcément... on va dire forcément, il faut dire la vérité, de plus en plus en former, pour de plus en plus en vendre, pour de plus en plus les faire progresser, etc. Comment est-ce qu'on arrive à trouver le juste milieu pour justement encore faire exister ce type de profils qui sont éminemment importants pour le football ?
extraordinairement important, parce que leur liberté, c'est aussi ce qui va amener les spectateurs dans le stade. Tu vois ? Ta question, elle est bluffante. Elle est bluffante parce que c'est l'actualité des réflexions des centres de formation d'aujourd'hui. Tu es en plein dedans. C'est-à-dire que, à l'image de tout à l'heure, quand tu parlais des pépites, on parle des joueurs de pépites. J'entendais beaucoup ce mot-là, beaucoup de fois, hein, et je l'entends de moins en moins. Pourquoi ? Parce que justement, aujourd'hui, on est en train, plutôt comme avant, de former des joueurs, on est en train de les formater. Avant, on formait le joueur. Maintenant, on forme des joueurs avec des process, des obligations. Alors c'est bien, il y a beaucoup d'avance sur ce qu'on faisait peut-être il y a quelques années en arrière, sur l'aspect technique, l'aspect densité, jeu sous pression. Le joueur d'aujourd'hui est beaucoup plus habile peut-être à jouer sous pression, mais c'est stéréotypé. Et effectivement, tu as entièrement raison, on est en train de former des joueurs semblables. Il y a très très peu d'unités, il y a très très peu de joueurs uniques, talentueux, comme avant. Avant, toutes les équipes étaient composées d'artistes au poste. Aujourd'hui, il faut regarder peut-être en France le Paris Saint-Germain avec vraiment des joueurs au-dessus de la moyenne, notamment au milieu de terrain et devant. Donc c'est à nous de réfléchir et d'essayer de freiner un petit peu la locomotive du formatage de jeunes joueurs dans les centres de formation pour se dire est-ce que c'est ce football-là qu'on veut dans 4, 5, 10 ans ? Un football robotisé, un football mécanisé où chaque joueur doit être à une position pour jouer ? Ou alors une variété que même le spectateur ne comprend pas, qu'est-ce qu'il fait là ? Et puis c'est ça qu'on doit faire. Je pense que c'est là qu'on doit tendre vers un football plaisant mais efficace. Et surtout redonner l'instinct du joueur. On ne travaille plus à l'instinct. On travaille sur des codes de jeu. On ne travaille plus sur la liberté d'expression du joueur. Il y a un gros travail à faire, et c'est vrai que c'est une grosse réflexion que moi, personnellement, j'ai pu faire parce que j'ai eu du temps ces derniers mois, pour garder la qualité intrinsèque d'un joueur, entre guillemets, ses caractéristiques techniques, de créativité, pour développer davantage cette unité, qui soit vraiment unique dans un milieu de terrain, qui soit différent de tous les autres, mais en même temps, garder ce qui se fait aujourd'hui, la rigueur tactique, les positionnements, les placements, les replacements, les retours. Mais il faut que ce joueur soit unique. Il faut qu'il soit unique. Et pour garder cette qualité-là de ce joueur, il faut lui laisser une forme de liberté. Une liberté sur des séances, sur des analyses vidéo, le pousser à prendre des risques. Le joueur doit prendre des risques. Il ne prend plus de risques. Les grands joueurs ont tous pris des risques. Avant de réussir un dribble, ils en ont raté beaucoup. Mais si à la première tentative, les éducateurs disent « stop, fais la passe », ah oui, c'est beau à jouer, mais on ne crée plus de joueurs. Donc on doit, nous, aller très très bas dans les catégories, dans les formations de cadres, de très très jeunes, pour arrêter ce qu'on entend sur le bord des terrains, que ce soit les parents ou que ce soit les éducateurs, lâche ton ballon. Ça devrait être interdit. On devrait interdire aux parents et aux éducateurs de dire « lâche ta balle ». Lâche ta balle, ça veut absolument rien dire. Ça se trouve, le garçon, après avoir lâché, il aurait pu faire un geste technique fantastique qui aurait fait la différence avec ses autres partenaires. Arrêtez de brimer les joueurs. Tu l'as dit. C'est stop. Mais en les guidant. Je te donne un exemple. C'est pareil, ça fait partie d'une réflexion. Parce qu'il faut se remettre en question tout le temps. Le football va très très vite. La technologie la suit aussi et peut-être beaucoup plus rapidement. On parle du football de rue, qui a disparu. Et qui disparaît aussi, attention, même dans les pays africains. Mais il y a quand même une grande avance dans ces pays-là. Le football de rue. Le football de rue, c'est quoi ? C'est un football où il n'y a pas d'éducateur. Il n'y a pas de coach. Mais il y a quand même un guide. Le guide, c'est quoi ? C'est peut-être le grand frère qui dit au petit, je suis là, tu ne m'as pas vu.
Mais il y a toujours un petit guide. On ne fait pas n'importe quoi. Je n'ai pas envie de dire aux éducateurs, donnez le ballon, mettez-vous sur le côté, regardez vos joueurs jouer, et puis laissez-les dribbler. Et puis, de temps en temps, il y a aussi, il faut expliquer, mais pas lâche ton ballon. S'il a perdu le ballon, c'est peut-être lui dire, tu avais une passe à faire, pourquoi tu as... Voilà, questionner le joueur, mais ne pas le bloquer dans son élan de créativité. Les artistes, il ne faut jamais les couper. Et je pense qu'on est tous un artiste, que ce soit un gardien de but ou un attaquant ou un défenseur, on a tous quelque chose à créer. Donc c'est un message, attention, on doit nous reprendre la main sur la formation des éducateurs. Le joueur, c'est un artiste né, à nous de le révéler. Et tout ça, tu le mets en place actuellement à Rabat au Maroc? Oui. Oui, parce que... Je veux dire, d'un point de vue concret, tout ce que tu expliques, c'est quelque chose que tu essayes de mettre, on va dire, entre guillemets, sur papier pour essayer de le développer et créer les choses. Parce que moi, je me fais une réflexion très simple. Tu m'as dit que, effectivement, contrairement à ce qu'on peut penser, ça devient aussi un petit peu comme ça en Afrique. Bah, selon moi, je dis, mais la porte, elle est grande ouverte, quoi. Il y a tellement de choses à faire. C'est certainement aussi pour ça que tu as décidé de quitter l'Europe pour aller au Maroc. Ça devrait justement t'épanouir. Et tu me dis, non, il y a un petit peu ça, mais tu sens aussi qu'il y a une forme de formatisation du football de jeunes aussi. En fait, ce qu'il faut globalement, c'est ne pas être déconnecté de la réalité du football. Le football, ça restera un sport collectif, avec des passes, avec des mouvements, et du jeu collectif. Mais ce qui fait la différence aujourd'hui, c'est pas forcément que les passes. Quand on voit les buts, quand il suffit simplement de s'installer et de regarder un petit peu quand les buts sont marqués, ils sont souvent consécutifs à un exploit individuel. Mais si demain on ne donne plus la possibilité à tous ces artistes, notamment devant, de créer des choses, on va voir quoi? C'est comme sur les PlayStation, ça fait ça, puis c'est une tête et ça fait but. C'est le football de stats. On est en 2026. C'est ça. C'est complètement le règne du football de stats. Aujourd'hui, l'avant-passe, elle est beaucoup plus importante que la dernière passe, parfois, dans toutes les séquences de jeu. Pourtant, ce qu'on dit, c'est « Ah, bah lui, il a mis un assist. » Ouais, mais quand tu regardes l'assist en réalité dans le match, c'est une passe en retrait, quoi. Oui. Qu'est-ce qui t'apporte la passe en retrait alors que le joueur d'avant, il est allé faire 30 mètres avec le ballon, il t'a apporté le décalage, il a ouvert l'espace du jeu, tu vois. Et ça, c'est pas du tout mis en avant. C'est, OK, on va regarder, c'est le football flash score, comme je l'appelle, c'est-à-dire tu sais, les applications de matchs en direct pour avoir les scores en direct. Tu regardes le match, tu dis, OK, en fait, le mec, il a mis une passe décisive, il a mis un but, il a fait un bon match. C'est pas forcément vrai, ça, dans le foot. Mais c'est ce que les jeunes vont regarder. Et c'est pour ça que je dis, il y a une résistance quand même à avoir, parce que si c'est ce football-là, c'est pas celui qui nous passionne. En tout cas, de notre génération, c'est pas celui qui nous passionne. Celui qui nous passionne, c'est de voir un jeu collectif pur, bien sûr, parce que le football, ça restera un sport collectif, aussi bien offensivement que défensivement, mais on veut voir des joueurs, on veut vibrer, on veut se lever de notre chaise quand un joueur fait un crochet, quand il élimine une ligne. On veut vibrer encore. Est-ce qu'on vibre aujourd'hui? Si je pose la question à 10 personnes, est-ce que quand vous voyez un match, est-ce que vous vibrez comme il y a quelques années en arrière où on avait vraiment des joueurs d'instinct créatif, beaux à voir et aussi efficaces? Donc on peut et on va et on doit travailler sur le développement de l'instinct du joueur et des joueurs créatifs. Et au milieu de terrain, c'est de faire des choses. C'est pas de l'improvisation. C'est des choses qui peuvent surprendre l'adversaire, qui ne sont pas codées pour l'adversaire. Mais dans le rapport avec le joueur, dans le dialogue avec le joueur, tu le sais aujourd'hui, ils sont obnubilés par les statistiques. Ouais. Comment est-ce que dans la communication, tu gères ça? Comment est-ce que concrètement, par exemple au FUS Rabat, tu vas voir un jeune Marocain et tu lui dis en fait, tu as marqué 2 buts, mais ton match, il n'est pas si exceptionnel que ça. Alors que lui, il a vu, il a dit ouais, mais j'ai marqué 2 buts. Et après, derrière, il faut aller l'expliquer à la famille qu'il a mis 2 buts, mais en fait, le meilleur joueur, c'est celui qui était à la base de ces 2 buts. Tu vois? Après, en même temps, s'il met 2 buts par match, on peut lui laisser le crédit de ne pas être bon dans le match. Oui, mais il faut que tu gères aussi ce côté obnubilé par les stats. Oui, mais ça, après, ça viendra avec le temps. Ça viendra avec le temps, parce que le jour où il ne va pas marquer ses 2 buts, il va être mauvais. Et le match d'après, il sera sur le banc, ou 2 matchs plus tard, il sera sur le banc. Il se doit de marquer, si c'est un vrai buteur.
Aujourd'hui, il faut faire des... Pour moi, on doit se concentrer pour former des joueurs d'équipe, mais surtout des joueurs d'exception, qui fassent vibrer notre sport. Et il ne faut pas qu'on commence à déserter tout notre sport. On est d'accord, donc cette dérive vers les statistiques, elle t'inquiète aussi. Bien sûr. Okay. Bien sûr, aujourd'hui, un joueur qui fait un triplé, c'est le meilleur joueur du championnat. Victor Gyökeres, par exemple, dont tout le monde disait qu'il avait mis au Sporting... Je parle de ça parce que je sais que t'es portugais, forcément, j'en profite. Sporting Lisbonne, il a mis une 60aine de buts. Il arrive à Arsenal, début de saison, c'est difficile, quoi. Et puis après, il commence tout doucement à se mettre dans le mood avec le jeu de Mikel Arteta. Par exemple, un Victor Gyökeres, c'est typiquement l'exemple de ce football statistique qui, quelque part, ne ressort que les chiffres, en fait. Bien sûr. Mais Dembélé, le ballon d'or de Dembélé, par exemple, c'est un exemple. Et il faut citer aussi des exemples. Dembélé, c'est un joueur qui a été transformé par Luis Enrique. Il a évolué encore, il a encore évolué, mais parce que, enfin, je pense, Dembélé a associé sa créativité à l'efficacité. Et bien, c'est ça qu'on doit faire. On doit faire entre guillemets, Luis Enrique. On a un joueur qui marque des buts. Ok, tu marques des buts, pour moi, ça ne me suffit pas. Pour la formation, je parle après, les pros, ils se contenteront du résultat. Tu marques des buts, mais tu es inexistant dans le jeu. D'accord ? Continue à marquer, on va travailler sur ce point exceptionnel, mais on va faire de toi un joueur de football. Un vrai joueur, un joueur qui complet. Un joueur complet. Mais avec une particularité, c'est de marquer des buts. Luis Enrique a fait l'inverse, il a fait ça avec tous les joueurs de son équipe. Nous, on doit être des Luis Enrique en puissance. On doit optimiser les qualités de nos joueurs et pas uniquement pour avoir un beau football à 1-2 touches de balle qui peut-être peuvent plaire à certains, mais qui ne produiront pas des joueurs d'exception. Il faut qu'on revienne à ça. Notre plaisir, et je l'entends, j'entends aussi beaucoup de gens qui ne regardent plus les matchs parce qu'ils ne prennent plus de plaisir. Parce qu'il n'y a plus de joueurs extraordinaires, d'exception, exceptionnels. Mais c'est à nous de réalimenter, entre guillemets, le réservoir pour travailler sur des joueurs exceptionnels, des joueurs extraordinaires. Donc ça veut dire que c'est intéressant, c'est-à-dire que les structures et les clubs sont également responsables de ce football qui devient de plus en plus ennuyant d'une manière générale. Bien sûr, bien sûr. Non, parce que tout le monde mettait effectivement l'accent sur les calendriers et le fait qu'il y avait de plus en plus de matchs. Je suis certain que c'est également une part de responsabilité. Mais ce que tu dis, c'est que les clubs aussi ont leur part de responsabilité là-dedans. Aujourd'hui, on peut sortir tous les grands joueurs. Tous les grands joueurs qu'on a connus et qui sont encore d'actualité, ils ont toujours quasiment les mêmes caractéristiques. Ce sont des joueurs exceptionnels qui font des gestes exceptionnels. Et pour faire ça, c'est des répétitions en permanence. C'est le jeu de la répétition du travail. Mbappé, il a peut-être 2-3 dribbles, mais ça marche toujours, il marque des buts. Et maintenant, il sait jouer, il a toujours su, il sait jouer au football. Il est spectaculaire. Il a ses défauts, comme tout le monde. Tous les joueurs aujourd'hui doivent être quasiment complets pour exister dans la planète football. Ils doivent être exceptionnels de par leurs points forts, très forts. Et Dembélé était très très fort, il éliminait tout le monde. Mais il marquait jamais. S'il n'avait pas eu son ballon d'or, on aurait dit quoi de Dembélé dans 5 ans ou 6 ans quand il finit sa carrière ? Il s'est joué des 2 pieds et il fait des crochets. Ouais, mais il y aurait eu toujours quelque chose. Dommage qu'il n'ait pas été beaucoup plus efficace devant le but, mais ça se travaille. Eh bien nous, c'est la même chose. Moi, quand j'entends encore une fois des éducateurs « lâche ton ballon », mais lâche ton ballon, ça veut rien dire. Ça veut rien dire. C'est comme si tu disais marque ou cadre, ça veut rien dire. Ah oui, mais ouais, c'est drôle, ça en devient drôle même, ça devient comique. Ça veut rien dire. Ouais. C'est à nous de changer le vocabulaire des éducateurs. Il faut parler aux joueurs. Il faut leur expliquer ce qu'on demande et ce que demande le football de demain. Ce que demande le football de demain, c'est non seulement ce que tu fais, c'est bien, mais je peux t'apprendre à faire encore mieux. Mais tu vas perdre des ballons. Tu peux lui crier « ouvre ton pied ». Ouais, bien sûr. Bascule tes épaules. Prends l'information du gardien de but. Relax. Puis même, tu lui dis rien. Et après, tu corriges. Tu vas lui dire, lui, il a déjà une idée. Tu vas lui dire quoi ? Donc, c'est toi qui marques le but, en fait. C'est l'éducateur qui marque le but. Et une fois qu'il marque le but, il se retourne et t'as vu, c'est grâce à moi. Ah ouais. Mais c'est ça. Et je te promets que c'est ça. Incroyable. Eh oui, mais
C'est pour ça que je te dis, moi, je suis excité, passionné. Parce que je sais que si j'ai autour de moi une équipe, je tiens à rendre hommage à mon président, M. Ben Haoud, qui me donne carte blanche pour faire le travail, et ça, je lui en suis très reconnaissant. Si j'arrive, moi, vraiment, on arrive, nous, au FUS, à garder cette unité et cette conviction qu'on veut former vraiment des joueurs complets, et que notre vocabulaire change aussi, qu'il soit uniformisé, mais en gardant la personnalité de chaque éducateur. On uniformise, mais on garde la personnalité de chaque éducateur. On va être gagnant, on va gagner. On va gagner à condition de travailler, d'être beaucoup plus longtemps sur le terrain, de laisser la part de créativité aux joueurs. C'est l'instinct qui doit être, je dirais, la base. La base du joueur, c'est l'instinct. Qu'est-ce que tu ressens? Et après, moi, je te corrige. Le football, c'est pas que des mathématiques. Qu'est-ce que le foot marocain a de plus que les autres? Que les autres d'Afrique? D'Afrique ou d'Europe, tu dis ce que tu veux. Alors, le football marocain... Qu'est-ce qui fait la spécificité du football marocain et du Maroc, du football d'une manière générale? Alors moi, ce que je vois du football marocain, c'est les investissements. Les investissements qui ont été faits, les infrastructures modernes qu'il y a dans ce pays, aussi bien sur les terrains, les stades qui accueillent la CAN aujourd'hui, et puis la Coupe du Monde dans 4-5 ans. C'est un gros projet pour le Maroc. Donc les infrastructures, vraiment modernes, rien à envier avec les infrastructures d'Europe. Une académie, l'Académie Mohamed VI, une belle structure, pareil, qui rivalise avec de belles structures en Europe. Endroit aussi où l'équipe nationale est actuellement en train de séjourner. Il y a des petites voiturettes de golf, enfin c'est absolument idyllique. Ouais, là c'est le centre technique. Là, c'est le centre technique national, et à Salé, c'est toujours au même endroit. C'est deux. Le complexe Mohamed VI, ça c'est encore autre chose. C'est vraiment une structure. Ah, donc il y en a deux bien distincts. Oui. C'est dire aussi l'investissement qui est fait. Ah oui, le centre technique national de la fédération du Maroc, il n'y a pas d'équivalent pour moi en Europe. Hein. J'ai visité quasiment tous les centres techniques. Pour moi, il n'y a pas d'équivalent en Europe. Hein, en termes d'hectares, d'espace, de modernité, d'équipement, de structure, d'accueil. Bref, il y a tout. Il y a tout. C'est un village de football. Pour toutes les disciplines féminines, la formation des éducateurs qui doit aussi être peaufinée. Et puis, il y a cette académie, Mohamed VI, qui était aussi Nasser Largué, qui est un grand formateur français et marocain, qui était un petit peu aussi l'instigateur de cette académie. Passé par l'Olympique de Marseille. Nasser Largué, ancien directeur du centre de formation de l'Olympique de Marseille, absolument. Et donc, il a œuvré aussi pour que cette académie Mohamed VI voit le jour. Et puis, avec le temps, il y a des joueurs de qualité. Donc, ça, c'est la différence avec les autres structures d'Afrique, voire d'Europe. Ensuite, il y a aussi le développement des clubs. Le développement, le pays investit aussi dans des infrastructures. Le FUS, aujourd'hui, on a des infrastructures qui n'ont rien à envier avec certains grands clubs français, avec des terrains d'entraînement, aussi une projection de développement pour le football féminin, pour la scolarité internalisée, pour le pôle analyse vidéo, data scientist, la tout est fait au Maroc, tout est en train de se construire. Maintenant, il faut aussi que tous les clubs s'uniformisent aussi à ce développement. Il y a trop de différences entre 2, 3, 4 clubs, les plus gros clubs du Maroc, et puis certains autres qui ont besoin aussi d'aide pour structurer, créer des terrains, pour avoir des belles structures. Et à partir de là, je pense que ce sera déjà la plus grosse nation en Afrique et concurrencer, mais sérieusement, des nations européennes. Est-ce que je peux te poser une question à 1 million d'euros? Tu vas me dire oui. Allez, merci beaucoup. Sur base de ce que tu vois en termes de progression, en termes d'investissement, tout ce que tu m'as expliqué sur le travail qui est fait au niveau du football marocain, est-ce que c'est crédible de se dire que le Maroc va devenir, à un moment donné, pas tout de suite, mais peut-être à long terme, champion du monde?
En tout cas, c'est... La première nation africaine championne du monde. Est-ce que le Maroc est la nation la plus proche d'y arriver? Sur ce que je vois, sur ce que je ressens, sur les différences qui sont en train de se creuser avec les autres nations, oui. Ah oui. S'il y a bien une équipe africaine aujourd'hui qui prend le bon chemin, encore une fois, c'est la fédération qui s'outille un petit peu de ressources humaines et étrangères. Les Espagnols, les Hollandais, des Belges et Portugais qui viennent dispenser aussi leur savoir. Donc ça, c'est une vraie volonté. Et c'est pas forcément facile pour les Marocains de faire venir des étrangers, alors qu'il pourrait y avoir aussi les ressources internes au Maroc. Mais non, ils ont été en demi-finale de la Coupe du Monde avec aussi des binationaux, mais quelques locaux. Champion du monde des U20 avec des binationaux, mais aussi des locaux. Donc ça veut dire que le travail qui est fait par tous ces étrangers, tous ces spécialistes, commence à porter leurs fruits. Et c'est que le début. C'est que le début, parce que c'est vrai qu'il y a cette méthodologie, cette progression en tout cas, et ces besoins de la fédération de former à l'intérieur du pays. Et pour cela, on a besoin d'avoir des championnats de jeunes très compétitifs, un championnat national beaucoup plus compétitif, mais surtout des écoles de formation qui puissent exporter leurs meilleurs jeunes, dans un premier temps en Europe, dans les grands clubs, pour parfaire leur formation, éventuellement leur post-formation, et rentrer dans les équipes nationales. Et puis après... fleurir l'équipe nationale, l'équipe nationale du Maroc. Ils sont en train tout doucement de t'apprivoiser. Hein, là. Ça y est, tu n'es plus portugais, tu deviens marocain là, au fil des mois. C'est la passion. et donc, le Maroc est en train de prendre une direction pour atteindre les ambitions qui sont sans limite. À partir du moment où on met tous les moyens du côté d'un pays, et là en l'occurrence c'est le Maroc, certains joueurs souhaitent aussi jouer pour leur équipe nationale plutôt que de choisir leur équipe de leur pays de naissance, et ça c'est une nouveauté. Hein, les Brahim Diaz, les Achraf Hakimi ont choisi quand même le Maroc plutôt que l'Espagne. Donc c'est aussi un message fort envoyé à tous ces jeunes Marocains qui souhaitent un jour, qui hésiteront peut-être un jour. Et si l'équipe nationale marocaine figure bien dans toutes les compétitions internationales, aucun doute que ce sera peut-être, et je l'espère, la première équipe africaine à remporter la Coupe du Monde. Le président de la fédération marocaine a dit quelque chose qui m'a extrêmement touché à la suite de la qualification, ou plutôt de la victoire en Coupe du Monde U20 du Maroc. Il a regardé les journalistes dans les yeux en conférence de presse et il a dit « Désormais, on ne fête plus les qualifications ». Ça te situe aussi le niveau d'ambition que peut avoir cette nation en termes de football. Oui, ça veut dire qu'on ne s'arrête pas à ça. Ils veulent vraiment, vraiment s'inscrire dans des séries de victoires et ce sont des étapes. Voilà, c'est pas une finalité. Comme on disait tout à l'heure, pour un joueur, c'est pas une finalité que d'être champion d'Afrique. Mais tu vois, c'est la mentalité qui a changé complètement. Qu'est-ce que le Maroc a compris que les autres pays d'Afrique, pour le moment, n'ont pas compris? Moi, j'essaye de trouver la clé du succès de ce football marocain qui, maintenant, voilà, en 4 années, est vraiment en fait en croissance exponentielle. Et moi, je trouve ça, en tant que passionné de football, impressionnant. Parce que c'est vraiment comme s'il y avait une espèce de champignon qui grandissait d'année en année, quoi. Avec vraiment beaucoup. À la limite, c'est même, ça en devient un petit peu, ça va jouer au coude à coude avec les pays européens, quoi. On est là-dedans. Le Maroc est en train de devenir ça. Et donc, je veux savoir, c'est quoi la clé, quoi? Elle est où la recette? Parce que avant, c'était impossible. Aujourd'hui, c'est possible. C'est tout. Aujourd'hui, c'est possible. Avec tout ce qui est mis en place, les investissements du pays pour le football et pour d'autres structures, c'est une autonomie de formation, de développement, de trophées, de conquête mondiale du football que le Maroc souhaite. Il ne veut pas s'arrêter simplement à une demi-finale de Cannes. Non, je pense que l'objectif, c'est vraiment d'aller conquérir les plus gros trophées mondiaux et d'inscrire le pays comme le premier dans l'histoire du football africain. Et ce ne sera pas forcément du hasard.
c'est un programme. Peut-être que ça n'arrivera jamais, mais le Maroc se donne tous les moyens aujourd'hui pour atteindre l'objectif très difficile qu'est de concurrencer les grandes nations mondiales. Et la construction, elle ne se fait pas par le toit. Les fondations ont été faites. C'est solide. Elles sont saines, solides, avec de la main-d'œuvre étrangère, certes. Mais il y a le vivier, il y a les joueurs qui doivent travailler plus pour croire tout doucement à la réussite de leur pays, de leur propre réussite. Parce qu'encore une fois, aujourd'hui, c'est possible. Je vais te mettre dans la sauce dans quelques instants. C'est notre dernière séquence dans l'émission. Mais juste avant, j'ai une question qui, moi, est quelque part une question un peu à l'image de l'œuf ou la poule. Est-ce que le joueur parfait existe, Manu? Est-ce que ça existe un joueur parfait? Un joueur qui a tout, un joueur parfait? Un joueur parfait. Est-ce qu'une femme parfaite existe? Est-ce qu'un homme parfait existe? Non. Eh non. Eh ben non. Le joueur parfait n'existe pas. Tu peux prendre tous les joueurs, ils étaient critiquables à un moment donné. Donc la perfection, c'est par définition, il n'y a pas de défaut. Il n'y a pas de défaut. Et c'est impossible. L'humain... T'as jamais vu un joueur dans ta carrière, dans tout ce que tu as vécu, à l'AS Monaco, à l'OGC Nice, en tant qu'entraîneur, un joueur où tu dis, lui, il a tout. Il est parfait. Après, il est parfait pour moi. Ah, mais c'est toi qui es l'invité de cette émission. Ah oui. Donc c'est ton avis qui compte. Non. Ah oui, bien sûr. Il est parfait. Moi, il y a des joueurs mais avec des qualités moyennes, mais qui ont tout. Ce sont des travailleurs, ce sont des assidus. Ils veulent progresser. Ils sont à l'écoute. Pour moi, c'est comme mes enfants sont parfaits. C'est un joueur parfait. Pour moi, c'est un joueur parfait. Mais le joueur parfait n'existe nulle part. Il n'existe pas. Tous les meilleurs joueurs du monde, ils ont des défauts. Messi, mais il ne défendait pas. Tous les joueurs ont des défauts. Ronaldo a des défauts aussi, alors. Ronaldo, Christian, bien sûr, ils ont tous des défauts. Tout le monde a des défauts. Mais le joueur parfait n'existe pas et j'espère qu'il n'existera jamais. Ce serait malheureux. Il n'y aurait pas de critique à faire sur une personne, c'est impossible, ça n'existe pas, on n'est pas dans le même monde. Non, il n'existe pas. Ça, c'est une certitude. En revanche, le but, tu vois, ça vient de rentrer dans mon cerveau. Le but, c'est d'atteindre le maximum de la perfection. Le maximum de la perfection, c'est de définir son talent, ses capacités, ses qualités. Et puis, ce qu'on fait de moins bien, peut-être les corriger pour essayer d'atteindre la perfection qu'on n'atteindra jamais, bien entendu, ce serait trop facile. Mais voilà. Voilà aussi peut-être une métaphore qu'on pourrait appliquer dans les centres de formation à nos jeunes. C'est l'histoire de Socrate. L'histoire de la vie de Socrate, c'est tous les jours essayer d'apprendre pour savoir, parce que c'est l'homme qui voulait savoir le plus possible, le philosophe Socrate en Grèce antique, jusqu'au final d'arriver à sa fameuse maïeutique, qui est de dire, en fait j'ai appris, et ce que je sais, c'est que je ne sais pas. Donc au final, on court toujours vers quelque chose qui n'existe pas fondamentalement. Et c'est le but de la vie, c'est le chemin. Mais c'est bien, et tant mieux. Et tant mieux. T'imagines, tu as atteint tout, il ne te reste plus rien. Et tu fais quoi? Donc au contraire, c'est ça qui est bien. Et en plus de ça, le football évolue. Il ne stagne pas. Le niveau d'aujourd'hui, peut-être que demain, ça va encore changer. Donc on doit toujours s'adapter. Et pour moi, la recherche de la perfection, c'est peut-être un critère à rajouter dans l'évaluation d'un joueur. Allez Manu, j'ai une petite surprise pour toi. On passe à la séquence La Sauce tout de suite. Petite séquence sympa. Ah oui, j'ai retrouvé quelqu'un qui voulait te laisser un petit message, mon cher Manu. Ah oui, j'ai une surprise pour toi en cette fin d'émission. Je vais te donner mon téléphone et tu vas tout simplement appuyer sur play et puis tu vas me dire évidemment très simplement ce que tu penses de la question
que cette personne, cet invité mystère, va te poser. Allez, je te donne le téléphone tout de suite, je te laisse prendre... Mes yeux. Voilà, tu mets tout doucement, prends tes yeux, tu mets tes lunettes, et c'est parti. Bonjour Coach Pérez, j'espère que vous allez bien. J'avais une question à vous poser. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de savoir qu'un joueur n'avait quasiment aucune chance de réussir, mais de le faire signer quand même? Alors, Manu, t'as bien entendu la question. Ouais. Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Alors évidemment, cette question vient de Junior Diomandé. Junior Diomandé, ancien joueur international U17 belge, passé notamment par le centre de formation Latéral droit. RC Genk. Latéral droit, et qui est évidemment une connaissance en commun que nous avons ensemble. Petite surprise faite, évidemment. Ah là, t'es surpris, hein. Tu t'y attendais pas. Surpris, puis il a grandi. Moi, je l'ai connu, c'était un bébé encore. Voilà. Bah, écoute, j'ai des nouvelles. Il s'est reconverti, il étudie maintenant dans la data, justement, on parlait de data, et il travaille dans l'intelligence artificielle, et il est toujours joueur de foot, mais dans le secteur amateur. Donc, mais il est étudiant, et il passe ses examens, et ça se passe très bien. Bah, tu me passeras son numéro, je lui passerai un petit coup de fil. Avec grand plaisir. Donc, Junior Diomandé, un ancien joueur du centre de formation de l'OGC Nice. Très bon joueur. Et justement, qu'est-ce que tu as à dire par rapport à sa question, Junior? C'est-à-dire faire signer un joueur, faire signer un joueur tout en sachant... Non, en fait, l'idée, c'est de dire, est-ce qu'il t'est déjà arrivé de mettre ton poste en danger pour défendre les qualités d'un jeune qu'on voulait peut-être virer dans le centre de formation? Tu vois? Là, comme ça, non, franchement... Est-ce que tu t'es déjà mis en danger pour défendre quelqu'un où tu dis, moi, je crois en lui, je mets quasiment mon poste en responsabilité en disant, je le prends sur mon dos, ce joueur-là, il est tellement fort, vous allez voir, même si vous n'êtes pas d'accord avec moi, gardez-le, et derrière, entre guillemets, je me mets en gage. Ça m'est arrivé, oui, de proposer des joueurs, un ou deux joueurs, qui n'avaient pas forcément le profil, dans un premier temps, pour aller chez les professionnels, peut-être le gabarit, etc. Mais pas en danger. Non, pas en danger parce que ma hiérarchie a toujours eu confiance en notre travail, en mon travail, en notre travail dans le recrutement, dans la formation. Donc non, pas en danger, pas en danger direct, non. Mais si c'était à faire, je le ferais, ouais. Ah oui, si c'était à faire, me mettre en danger alors que je suis convaincu qu'il y a un joueur qui mérite amplement de passer chez les professionnels et qu'on m'en empêche, ouais. Bien sûr. Bien sûr. Parce que tu défends toujours la justice. Pour toi, c'est juste de se battre pour un joueur qui, même s'il n'a pas l'unanimité, vaut et mérite sa deuxième chance, comme on dit. Bien sûr. Après, on se trompe tous, il n'y a aucun problème. Mais je me suis beaucoup plus trompé sur l'inverse. C'est-à-dire qu'il y a des joueurs que, quand le recrutement venait et me proposait des joueurs, je disais, j'en veux pas de ce joueur. J'en veux pas, rien que l'attitude, j'en voulais pas. C'était à une époque où on était bourré de certitude quand on est jeune formateur. Et puis, ce joueur-là, il a joué en Ligue 1. Après. Tu veux pas nous dire le nom? Ah, les noms, c'est... Tu penses à quelqu'un puisqu'il a joué en Ligue 1. Oui, il y en a plein. Il y en a plein. Okay. Il y en a plein. Ce sont des jeunes garçons comme Issardia. Issardia, c'est mon ami Hadès Oubella qui me le ramène un jour à Amiens, et puis il était blessé ce jour-là, et puis il n'avait pas été bon. Tout simplement, il n'avait pas été bon sur la première détection, et puis derrière ça, je lui ai dit que c'était fini pour lui. Et puis la semaine d'après, il l'a ramené en catimini, et puis je dis, mais qu'est-ce que tu fais avec le joueur? Je dis, mais vas-y, essaye-le, tu vas voir, il était blessé, etc. Mais non, je ne veux pas, des choses comme ça, ouais. Et puis au bout de 15 minutes, c'était réglé, c'était sors-le, parce que fantastique. Voilà, c'est parfois une question de moment. C'est parfois une question de contexte, encore une fois, pour les joueurs. Il n'y a pas de vérité absolue, sauf le travail. Et encore, je sais qu'il y a un ou deux mecs qui ne vont pas bosser, qui vont réussir. Mais je ne compte pas sur les exceptions. Il ne faut pas qu'on travaille sur l'exception. Mais il n'y a pas de vérité absolue. Le recrutement, il est incroyable, le recrutement. Il est incroyable. Tu vas prendre un joueur parce qu'il a été bon sur une semaine, et puis il va traverser la saison en tant que remplaçant parce que tu l'as mal évalué. Et puis d'autres joueurs dans lesquels tu ne crois pas du tout, et c'est eux qui vont réussir.
C'est eux qui vont réussir. Et on peut appeler tous mes collègues, c'est la même chose. C'est pas les meilleurs qui rentrent, qui réussissent. Et ça, c'est le meilleur joueur, bien sûr, il a beaucoup plus de chances de réussir. Mais les autres, non. Donc le recrutement, c'est pas la science. C'est pas la science exacte. Il faut une part de chance et surtout, on connaît pas. On ne connaît pas les personnalités. Il n'y a pas les tests de personnalité à l'entrée. C'est ce qu'on fait aujourd'hui. Personnalité, comment il travaille, comment il perçoit la hiérarchie, comment il se comporte, est-ce qu'il est à l'écoute, est-ce qu'il est attentif à toutes les consignes, est-ce qu'il reproduit instantanément les consignes des coachs, est-ce qu'il est assidu. Voilà, il y a toutes ces composantes qui vont faire qu'on ne va pas se tromper dans le recrutement. Monsieur Manuel Pires, merci beaucoup d'avoir été l'invité dans Off. C'était un honneur, un grand honneur de pouvoir vous accueillir. Merci encore une fois d'être venu en déplacement du Maroc et de Rabat. Quant à nous, eh bien évidemment, on se retrouve dès la semaine prochaine dans En Off. N'hésitez pas, comme d'habitude, le petit like et laissez-nous en commentaire vos réactions. Là, je l'attends, je vais lire, on va discuter ensemble de cet entretien absolument passionnant qu'on vient d'avoir avec Manu Pires. Comme d'habitude, merci à Unibet Experts pour le soutien de cette émission et on se retrouve évidemment la semaine prochaine avec des pépites à nouveau extraordinaires. Ben oui, c'était le mot du jour, il fallait évidemment l'utiliser. Prenez soin de vous, prenez soin des autres. À très vite dans En Off.